Bonsoir. Monsieur le ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Allemagne, Madame la consul générale du Portugal, Madame la députée européenne, Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques, chers participants, je suis Stéphanie Fernandez, adjointe au maire d'Aix-en-Provence, en charge des affaires européennes. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous pour ma première fête de l'Europe, ici, avec la ville. Et pour cette table ronde, liée à l'actualité que nous avons voulu, je remercie l'IEP d'être un partenaire proche de la ville et d'avoir accepté de mettre en place cette table ronde. Il y a plus d'un an, l'équilibre mondial a été bouleversé par l'arrivée d'une maladie inconnue, la Covid-19. Il aura fallu plus que jamais que les peuples, les pays, le gouvernement fassent preuve d'union et de solidarité pour affronter ensemble cette épreuve et trouver des solutions pour sortir de cette crise inédite et dramatique. L'Europe, dont la devise est « unie dans la diversité », n'a pas failli à l'adversité. Vent debout contre la pandémie, elle a mobilisé tous ses moyens pour aider les États membres à coordonner leurs réponses au niveau national, tant sur le plan économique et social que sanitaire. Efficace selon certains comme instrument de solidarité en temps de crise, l'Union européenne est également fortement attaquée sur certains plans, comme par exemple celui de la gestion des vaccins, de la stratégie vaccinale. La présidente de la Commission européenne a même été obligée de reconnaître début février les défaillances de l'Union européenne. Je suis donc impatiente d'entendre l'analyse de nos intervenants sur le rôle qu'a joué l'Union européenne dans la gestion de la pandémie. Avant-hier, nous célébrons ensemble le 71e anniversaire de la déclaration Schuman, qui marque le début de l'histoire de l'Union européenne. Cet anniversaire nous rappelle que l'Europe, plus que jamais, doit faire preuve de solidarité et s'adapter aux évolutions de la société et aux épreuves qu'elle traverse. À Aix-en-Provence, cela fait 21 ans que nous célébrons la fête de l'Europe, avec une mobilisation toujours aussi forte. Les acteurs locaux ont montré encore cette année leur capacité à s'adapter, leur capacité à innover dans une situation inédite. Si le programme de cette année propose plus de 40 manifestations, principalement numériques, il n'en reste pas moins riche et varié, avec des intentions envers tous les publics. Je vous invite à découvrir d'ailleurs tout le programme sur le site de aix-en-provence.fr. Je tiens à remercier sincèrement les intervenants d'être ici en présentiel. C'était assez important de pouvoir enfin se retrouver et c'est un message d'espoir. Il me tarde en tout cas. Je vous remercie d'avoir répondu positivement, d'avoir fait le déplacement. Et je remercie Monsieur Mehdi, directeur de l'IEP, pour avoir accepté d'animer cette table ronde, mais également pour la mise à disposition des moyens techniques qui permettent la retransmission sur Internet. J'invite enfin les internautes à participer aux échanges en posant des questions sur le chat que nous écouterons après. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Mehdi, directeur de l'IEP, et vous souhaite de très bons échanges. Je vous remercie, Madame. Je dois excuser Madame Brosset qui, en fait, croyait que c'était en distanciel, donc elle attend derrière son ordinateur. Et donc, voilà, je crois que c'est quand même dû à la grande confusion dans laquelle nous ne savons plus, enfin, l'idée même qu'une manifestation puisse se tenir en présentiel devient presque incongrue. Madame Fernandez, je serai extrêmement bref. D'abord, je tiens à vous remercier pour les paroles très aimables que vous avez prononcées. Je tiens à dire à vous et à nos invités qu'ils sont évidemment les bienvenus et que nous sommes très, très heureux de les accueillir ici. Madame la députée, Monsieur le ministre, comme je le disais tout à l'heure de façon un peu rapide, nous avons la chance d'avoir à la fois une élue et puis des personnes qui, à la place qui est la leur, assument non seulement la représentation de leur État membre, mais assurent la représentation d'États membres qui ont assuré la présidence de l'Union européenne successivement. Alors, nous fêtons l'Europe
Alors, est-ce qu'on peut encore fêter l'Europe dans un monde où l'Europe est agonie et se voit adresser tous les reproches pour tous les péchés du monde? Pour ma part, je n'ai évidemment aucune réserve à le faire, mais nous fêtons une Europe qui est en crise. Nous fêtons une Europe qui est en crise parce que cette Europe se voit reprocher bien des choses. Et on est d'une certaine manière en plein paradoxe, c'est-à-dire que l'Europe se voit reprocher de n'être pas à la hauteur des espérances, mais ces espérances existent. Il y a une demande d'Europe qui n'a jamais été aussi forte, y compris sur des sujets qui sont tout sauf périphériques, la relance économique, la protection des populations, la protection sociale, et que sais-je encore. Et le sommet le Conseil de Porto est là pour le rappeler. Je serais tenté de dire que ce qui nous réunit ici aussi doit nous amener à réfléchir à un principe qu'on a souvent perdu de vue, une exigence qu'on a souvent perdu de vue, c'est la solidarité. C'est-à-dire que finalement, la construction européenne s'est faite parce que nous avons placé au cœur, enfin quand je dis nous, nos prédécesseurs, les pères fondateurs, il n'y avait pas de mère fondatrice à ce moment-là, les femmes étaient peu représentées en politique, mais les chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis à la fin des années 40, au début des années 50, pour porter sur les fonds baptismaux cette organisation, étaient habités par le souci d'assurer une solidarité en action entre les 6, puis les 9, puis etc., jusqu'au 28, redevenu 27, depuis le départ des Britanniques. Donc cette solidarité, c'est à la fois le principe qui est à la base même du projet d'intégration européenne, c'est aussi le principe qui permet à cette Union européenne de maintenir l'Union en dépit de la force centrifuge d'États qui sont convaincus qu'il est plus important de défendre leurs intérêts particuliers plutôt que d'imaginer la nécessité de défendre un intérêt global, un intérêt collectif, un intérêt général qui transcenderait leurs intérêts particuliers. Alors, comme je l'ai dit pour commencer, et je vais me taire ensuite à jamais, cette Europe, elle est en crise. Et mon sentiment, à la fois comme professeur de droit européen, comme observateur de longue date de la vie européenne, mon sentiment, c'est que, certes, l'Europe a toujours été en crise. C'est-à-dire que c'est pour reprendre une expression qui m'a bien plu, c'est une notion indigène de la construction européenne que la crise. L'Europe s'est toujours construite, soit dans une réaction à la crise, soit pour prévenir de nouvelles crises. Sauf que là, j'ai quand même l'impression que nous sommes confrontés à une crise qui est une crise tout à fait inédite, par sa gravité, par sa densité, par son intensité. C'est une crise qui est singulièrement grave parce qu'elle est totale. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'on interroge et que l'on s'interroge sur la capacité de l'Europe à remplir les missions qui sont à son principe même, la prospérité et la protection des populations. C'est-à-dire que tout d'un coup, on découvre, enfin tout d'un coup, depuis une dizaine d'années, parce que le Covid ou la Covid n'a été que le déclencheur ou l'accélérateur de cette crise. Depuis 2008, depuis la crise financière, la crise migratoire, j'utilise évidemment ces formules avec toute la prudence requise, on découvre une Europe qui semble, je dis bien semble, avoir failli sur les missions qui ont justifié sa création. Assurer la richesse des nations et assurer la sécurité des citoyens. Je dis semble parce que l'Europe n'a pas non plus été aussi nulle qu'on a bien voulu le dire, bien au contraire. C'est ensuite une crise qui est continue. C'est-à-dire que là où nous avions des crises ponctuelles, on a le sentiment depuis une dizaine ou une douzaine d'années de vivre en état de crise permanent. Et enfin, c'est une crise essentielle, parce que je trouve que ce que la crise migratoire, puis la crise du Covid mettent en évidence, ce que l'enchaînement de ces séquences met en évidence, c'est que tout d'un coup, nous ne sommes plus d'accord sur les valeurs qui sont l'essence même de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on voit se développer aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, des discours, des pratiques politiques, on voit se déployer des projets politiques qui vont très clairement à l'encontre des valeurs qui sont d'ailleurs rappelées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Et la dimension essentielle de la crise me paraît constituer le danger ou la préoccupation la plus forte pour
les chances de voir ce projet continuer à progresser et continuer à être attractif. Donc, c'est un petit peu sur tous ces sujets que nous aimerions recueillir votre sentiment. Et je me tourne d'abord vers Madame la députée. Merci, docteur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation, à la fois dans cette très belle ville d'Aix, où j'ai fait une partie de mes études, hein, je le souligne, donc je suis très attachée à la ville d'Aix-en-Provence, mais aussi à la pays, ces dames qui représentaient en effet des pays qui sont soit présidés du Conseil européen, soit sont en train de le présider. Alors effectivement, vous l'avez exactement dit, moi je suis allée depuis presque 2 ans députée européenne, c'est un nouveau mandat pour moi, et on m'interroge souvent en ce moment sur, bon, un peu premier bilan, on est presque à mi-mandat, écoutez, c'est complètement inédit. En même pas 2 ans, on a vécu le Brexit, même, ça a été quand même un premier gros événement. Fin 2019, on a commencé les débats. 2020, ça nous a beaucoup occupés aussi. Bon, et puis, on a eu effectivement cette crise qui est survenue très brutalement, finalement, quand on y pense. Donc, on s'est retrouvés comme en arrêt dans nos 27 pays. On était 27. Et il a fallu trouver à la fois un mode de fonctionnement adapté pour que la vie démocratique, parce que beaucoup de petites sirènes étaient tentées de dire bon, on arrête tout, hein. On n'a plus d'activité parlementaire puisqu'on ne peut plus se déplacer. Alors, c'est encore plus compliqué quand il faut aller d'un pays à l'autre. Et non, on a quand même réussi, je le souligne, cette adaptation avec des outils numériques, pour le coup, à longueur de journée. On vote à distance. Dès le mois de mars, on a commencé à se pencher sur 2 sujets majeurs. Alors, le premier, bien évidemment, vous l'avez dit, c'est ce qui concerne l'Europe de la santé, qui, je le souligne, n'est pas une des premières compétences de l'Europe. Donc, tout le monde se plaint ou dit « Oh là là, ça n'a pas été assez rapide et pas bien », et on peut critiquer, je ne le nie pas. Mais il ne faut pas oublier que ce n'était pas une compétence première du tout de l'Union européenne. Donc, il a fallu très rapidement dégager une politique qu'on a essayé de coordonner sur… ça a commencé avec les masques, c'est quand même pas facile, mais aussi les traitements. Et donc, du coup, et puis la vaccination, on l'a vu. Donc ça a été quand même une première grosse difficulté. Et ensuite, en même temps, très vite, on a dû se pencher sur la partie économique et on s'est tout de suite projeté sur la sortie de crise. Non, on pensait honnêtement que ça allait être plus court. Je crois franchement que dans la tête de beaucoup d'entre nous, quel que soit nos pays, on pensait qu'en gros, en septembre de 2020, les choses allaient reprendre. D'ailleurs, on avait eu l'été… tout le monde est ressorti, on avait l'impression que ce virus, on l'avait combattu. Et puis, malheureusement, on sait tous que on est toujours dans cette crise. Donc, très vite, nous avons dû adopter des outils complètement inédits, nouveaux, et voter ce qu'on appelle le plan de relance, qui, certains disent, du coup, peut-être ne suffirait même plus, parce que, je vous dis, on avait plutôt anticipé sur une année de crise. Et en fait, on voit quand même qu'elle se prolonge. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je commence par décrire un peu tout le processus ou on fait après. On peut peut-être le faire après. Voilà. Au fond, vous nous avez donné plutôt un mot introductif. Voilà, un mot introductif. Pour vous dire aussi, quand même, je suis donc députée européenne dans le groupe Renew Europe, quand même, pour présenter un petit peu les choses, ouais. Qui est le 3e groupe au Parlement européen. Donc, nous sommes 98. Présidé par un ancien Premier ministre roumain, Dacian Cioloș, et la délégation française qui est dans la majorité présidentielle, dont je fais partie, donc, est dans ce groupe centriste où on est la plus grosse délégation. Nous sommes 23. Alors, peut-être pour rebondir et avant de passer la parole à Monsieur le ministre, vous levez 2 choses dans votre propos. La première, c'est que vous avez pris soin de rappeler que l'Union européenne a une compétence en matière de santé publique est une compétence tout à fait secondaire, même si elle n'est pas
absolument inexistante. Et c'est une façon de rappeler aussi aux personnes qui nous suivent que l'Europe fonctionne dans un cadre juridique qui est un cadre très précis et que l'Europe ne peut intervenir que si elle est dotée par les traités des compétences que les États ont bien voulu lui concéder. Voilà. Et que là, on est sur un sujet sur lequel, comme d'ailleurs en matière sociale, les États sont plutôt soucieux de préserver leur souveraineté. Et puis le second point que je voudrais relever, après vous avoir entendu, c'est que vous avez à juste raison rappelé que vous appartenez à un groupe politique. Le Parlement européen est une assemblée politique. Ce qui est aussi une façon de rappeler que cette perception que l'on a d'une Union européenne qui serait purement technocratique est une perception qui est battue en brèche. Et votre présence ici en atteste et je vous en remercie. Monsieur le ministre, comment est-ce que le ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris perçoit et le rôle de l'Union européenne et l'articulation entre les États membres, et les États membres peut-être plus largement, et l'Union européenne sur un sujet comme celui-là? Oui, merci beaucoup. Donc, je vous remercie de cette occasion de faire en quelque sorte le pont entre la présidence allemande de l'Union européenne qui a eu lieu, comme vous le savez, au trimestre de 2020, à la présidence française qui aura lieu au premier trimestre de 2022, en passant par la présidence portugaise que nous avons en ce moment. Je salue la présence de notre collègue portugaise ici, et la présidence slovène qui sera donc en automne de cette année. Je vais peut-être essayer de présenter le sujet en 4 points. Le premier étant évidemment, puisque c'est notre sujet immédiat ici, la gestion de la crise Covid par l'Union européenne. Là, je reprends un mot que vous avez déjà mentionné, le mot de crise. Et c'est très vrai que l'Europe s'est toujours construite en temps de crise. Donc, les temps de crise, finalement, sont des temps assez bénéfiques pour le développement de l'Union européenne parce que c'est dans ces temps de crise qu'on se rend compte de la valeur et de la nécessité de l'action européenne par rapport à l'action nationale, parce que toutes les crises montrent que l'État-nation de taille européenne, qui est plutôt moyen, disons, au niveau global, comparé à des puissances continentales comme la Chine ou la Russie ou les États-Unis ou l'Inde. Donc, cet État national est peu capable d'agir non, tandis que l'Union européenne, donc l'union des 27 États membres, peut être, je ne dis pas qu'elle l'est toujours, mais peut être efficace, tandis que l'État-nation de taille européenne, en général, est trop petit pour avoir une action efficace s'il agit d'une manière séparée. Donc, en ce qui concerne la crise du Covid, il y a bien sûr un aspect sur lequel s'est focalisée l'attention publique, c'est le procurement des vaccins. Et là, évidemment, on aurait pu mieux faire au début. Il y a eu des mécompréhensions, c'est certes, il ne faut pas le nier. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une crise absolument inédite où personne ne pouvait prévoir au mois de août, septembre, octobre 2020 quelle serait l'évolution et du virus et des possibilités vaccinales. Et donc, c'était très difficile à ce moment-là de vraiment faire les bonnes décisions. Mais finalement, on a pris des décisions et je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec 2-3 mois de retard, mais quand même, maintenant, tout se met en place et nous avons donc une forte accélération de la stratégie vaccinale. Et donc, je pense que ce point est en train de venir sous contrôle. Il y a un deuxième aspect qui sont les frontières, les fermetures de frontières qu'il y a eu. Peut-être pas fermeture au sens juridique du terme, on n'a jamais fermé les frontières inter-européennes de la façon qu'on ne pouvait plus les passer. Mais on a quand même, par exemple, en Sarre, une région d'où je viens, une région transfrontalière entre la France et l'Allemagne, on a mis des blocus sur les petits points de passage, des points de béton de façon qu'on ne pouvait plus passer.
Et je crois que ça a été une piqûre de rappel, pour le dire ainsi, très bienvenue, parce que cela a montré à tout le monde et ça fait comprendre viscéralement l'importance des frontières ouvertes, que des choses qu'on avait considérées comme étant allant de soi, étant complètement normales et donc n'ayant aucune valeur, comme par exemple les frontières ouvertes à l'intérieur de l'Union européenne, la façon de pouvoir voyager sans montrer passeport, sans montrer quoi que ce soit, que ces libertés étaient quand même potentiellement en danger et qu'il fallait continuer à se battre pour les garder. Mais le point le plus important peut-être dans le combat contre cette crise, ou pour surmonter cette crise, c'est l'aspect économique. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise mènera à des difficultés énormes économiquement dans nos États membres. Ça aurait déjà pu être dévastateur si les États membres et l'Union européenne d'ailleurs n'avaient pas prévu des programmes d'assistance, par exemple aux entreprises qui ont dû diminuer leur activité, qui ont dû fermer éventuellement. Et là, l'Union européenne a mis en place un programme absolument inédit qui est ce qu'on appelle le Green Deal, c'est-à-dire un programme de 750 milliards d'euros, dont la moitié sera financée par un recours au marché des capitaux. Et ça, c'est une avancée vraiment inédite pour la construction européenne. Donc là, vous voyez bien comment fonctionne ce mécanisme. Il y a la crise, et la crise mène à une solution qui approfondit l'intégration européenne. Ça, c'est un exemple très significatif de cela et absolument faramineux si on pense que lever 350 milliards d'euros sur le marché des capitaux par l'Union européenne, c'est quelque chose de complètement inédit. Bien sûr, ce sont des emprunts, donc il faudra les rembourser à un moment donné. Et c'est bien sûr une situation tout à fait exceptionnelle dans laquelle on a fait cela, et j'aimerais souligner ça parce que ce n'est pas un moyen de recours normal, mais c'est une situation tout à fait spécifique dans laquelle on a fait ça, mais quand même, on a fait cela. Et avec ça, j'arrive à mon deuxième point, qui est le rôle du moteur franco-allemand, parce qu'on peut exemplifier aussi, mis à part le fait de montrer le mécanisme par les crises, on peut aussi très bien montrer le fonctionnement du moteur franco-allemand sur cet exemple, parce que cette avancée, le Green Deal et le fait de pouvoir lever des fonds sur les marchés des capitaux, a été finalement proposé par la France et l'Allemagne communément après une rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière fédérale Angela Merkel à Meseberg, c'était en mai, je crois, mai 2020. Donc, là, c'était donc une proposition franco-allemande sur laquelle on a travaillé. Cette proposition franco-allemande, bien sûr, n'a pas été mise en œuvre telle qu'elle, et 100%, c'est clair, parce que les autres membres doivent aussi participer dans la négociation. Et donc, il y a eu des négociations, il y a eu des changements, il y a eu des modifications. Mais en fin de compte, il y a eu un accord des 27 États membres. Et pourquoi c'est le moteur franco-allemand qui est tellement important? C'est que la France et l'Allemagne, finalement, représentent deux grands courants historiques, culturels, politiques européens. Pour faire très simple, et là je simplifie presque allant jusqu'à la caricature, disons la pensée du Nord et la pensée du Sud. Mais ce qui est... Et donc, si vous mettez un Allemand et un Français sur un problème, à résoudre un problème, et que vous les mettez dans des chambres séparées, et qu'ils présentent leurs solutions qu'ils ont développées eux-mêmes, vous pouvez être sûr que ce seront des antipodes souvent. En tout cas, c'est très, très différent. Hein, ce ne sera pas la même solution. Donc,
d'emblée, la France et l'Allemagne en général ont des vues plutôt différents, voire opposés sur la solution de problèmes concrets, puisque donc ils représentent ces courants historiques. Mais le secret un peu du franco-allemand, c'est qu'on ne s'arrête pas là, on ne dit pas, bon, nous avons des différences, donc nous ne pouvons pas nous entendre, mais au contraire, on prend ces différences comme un point de départ pour une démarche à trouver un compromis. Et en général, on trouve à la fin un compromis, au moins si c'est vraiment nécessaire. Et là, il y a de nouveau l'importance de la crise. Sous la pression de la crise, c'était nécessaire. S'il n'y avait pas de crise, ce n'a pas été nécessaire. Et donc, il n'y aura pas eu de compromis. Mais s'il y a la nécessité d'un compromis, il y a un compromis franco-allemand. Ce compromis, puisque c'est un compromis, est en général acceptable, au moins comme une base de départ pour les négociations des autres États membres. Cela nous mène à mon troisième point, qui est quel est le sens de l'Europe, le grand récit européen. Et là, je crois, c'est surtout sur cela qu'il faudra travailler aussi dans le temps à venir. Longtemps et au début de l'unification, du processus d'unification européenne, le narratif, c'était d'éviter la guerre entre les États membres de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est résolu, heureusement. Encore que, si on regarde la périphérie européenne et les événements de 2008, la Géorgie, de 2014, l'Ukraine, la Crimée, il faut encore être très vigilant là-dessus aussi. Hein, c'est pas 100% garanti pour toujours. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Mais ce qui est au centre de nos préoccupations aujourd'hui, c'est ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que nous sommes des États nationaux relativement petits à l'échelle internationale et que donc nous devons défendre nos intérêts, défendre les intérêts de nos citoyens, parce que c'est ça qui est au cœur du problème, contre des puissances continentales comme la Chine, par exemple, et pas seulement. Et donc, là, nous avons besoin d'une Union européenne qui protège et ce n'est qu'au niveau européen que nous pouvons résoudre de nouveaux problèmes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai déjà trop parlé, mais je veux peut-être faire un quatrième point en conclusion, c'est que qu'est-ce que vous, les citoyens et les citoyennes de l'Union européenne, pouvez contribuer à cela? Et là, je viens à la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été ouverte justement dimanche, donc le 9 mai, à Strasbourg, la journée de l'Union européenne, la journée Schuman. Et justement, l'objet ou le but de cette conférence, c'est d'entendre vos avis, vos projets, vos souhaits pour le projet européen, c'est-à-dire des citoyens et des citoyennes, parce que justement, jusqu'à présent, la construction européenne a été dans une large mesure une construction qui a été organisée, animée par le haut, les gouvernements dans des conférences intergouvernementales, et j'ai participé à plusieurs de ces conférences intergouvernementales, donc je sais ce que c'est. Mais maintenant, on veut ajouter un élément supplémentaire qui est l'Europe par le bas, qui est l'Europe citoyenne. Et justement, cette conférence citoyenne et les consultations citoyennes qui en feront partie, et je pense que vous animerez ici à Sciences Po Aix, que vous animerez aussi dans beaucoup d'autres endroits, en France, en Allemagne et dans tous les États membres de l'Union européenne, que ces consultations citoyennes donneront l'occasion aux citoyens et aux citoyennes, surtout d'ailleurs aux jeunes citoyens et aux jeunes citoyennes, d'exprimer leurs projets, d'exprimer leurs souhaits aussi pour l'avenir de l'Union européenne. Et je fais vraiment un appel à vous tous de participer dans ces consultations qui ne se font pas à Internet, qui se feront, je l'espère, au moins à partir de l'automne aussi en présentiel, de présenter vos vœux et votre vision d'une Europe pour, disons, 2050.
Merci beaucoup. Merci infiniment, le ministre. Si je peux rebondir effectivement sur les propos que vous venez de tenir, enfin, les points sur lesquels, pour notre public aussi, je souhaiterais insister, c'est d'abord la valeur ajoutée en fait de l'Union européenne. Vous nous expliquez fort bien que l'Union européenne doit faire face à une crise qui est inédite, parce qu'imprévisible, parce que d'une gravité exceptionnelle, un impact sur nos économies, sur notre organisation sociale tout à fait inimaginable il y a ne serait-ce que quelques mois. Et l'Union européenne est attendue sur un terrain, c'est celui de l'efficacité. Elle a été critiquée parce que dans un premier temps, elle n'a pas été suffisamment efficace, et puis effectivement, vous l'avez rappelé, elle a gagné en efficacité. Et on voit bien que l'efficacité devient un vecteur de légitimité politique. Ce qui fait qu'on tient une organisation, y compris un État d'ailleurs pour légitime, c'est son efficacité ou à l'inverse son incapacité à relever les défis. L'efficacité, elle passe aussi par notre capacité ou notre aptitude à mutualiser les risques et les solutions qui permettront de surmonter ces risques. Et effectivement, vous l'avez rappelé, l'Union européenne a été capable en quelques mois d'imaginer, de concevoir un plan de relance qui est un plan de relance à tous égards remarquable. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure de la solidarité. C'est-à-dire que la solidarité qui a été vécue parfois comme une entrave par un certain nombre d'États membres devient un élément de la solution. En étant solidaire, on se donne les moyens, effectivement, de faire levier sur la crise et d'en sortir. Autre point que j'ai noté, parce que je crois qu'il est important, il va un petit peu aussi à contre-courant de la culture politique dominante ou ambiante. Vous avez parlé de compromis. Et j'ai l'habitude de rappeler que le compromis, c'est un pas que l'on fait vers la civilisation. Être capable de trouver un compromis sans se compromettre, c'est évidemment une bonne manière de faire. Et de ce point de vue, le moteur ou le couple franco-allemand, selon les formules que l'on privilégiera, d'un côté ou de l'autre du Rhin, ce moteur, il est essentiel. Si les Français et les Allemands ne sont pas d'accord, le compromis reste purement nominal. Enfin, vous avez parlé du grand récit européen, notre capacité à défendre nos intérêts face à des puissances globales. Oui, et je crois que ça nous interroge sur notre identité, en réalité, notre identité d'Européens. Si on veut bien considérer que l'identité, c'est la capacité à articuler des intérêts à des valeurs. C'est-à-dire qu'on a un système de valeurs. Est-ce que ce système de valeurs, nous y croyons suffisamment pour considérer que tout ce qui porte atteinte en fait à nos intérêts et que ça justifie que nous agissions de concert et que nous soyons capables, sans doute, d'identifier des intérêts qui transcendent les intérêts particuliers. Et enfin, une Europe qui doit être reconnectée à ses citoyens, ou des citoyens qui doivent considérer que l'Europe est un cadre de réalisation civique. C'est-à-dire que pendant des années, c'est vrai que tout a été fait pour que, dans l'esprit des citoyens, le cadre de réalisation civique soit l'État, en réalité. Même les élections européennes sont des élections qui sont souvent ramenées à des enjeux et à des considérations purement nationales, ce qui, évidemment, ne donne pas une idée très précise de ce que peut être l'Europe en tant que, comme cadre de réalisation civique. Madame la Consul Générale, je vous donne la parole avec grand plaisir, puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons des relations avec des universités, enfin, au moins une très grande université portugaise, Coimbra, et puis parce que je suis tout à fait ravi de donner la parole à la représentante d'un État qui assume la présidence de l'Union européenne. Madame la Consul Générale. Européenne convaincue. Le Portugal assume maintenant sa 4e présidence. Depuis que je suis entrée au ministère, j'ai eu l'occasion de participer à 3 de ces présidences, et à chaque fois à l'étranger, une à Pékin, une à Ottawa et une ici maintenant à Marseille. Et oui, je reprends les paroles de mon collègue allemand et les paroles de M. Mehdi. La valeur ajoutée de l'Union européenne est indéniable, surtout quand vous le voyez de l'étranger. Donc, oui, l'Union fait certainement la France. Le temps qui est limité, et parce que mes collègues ici en ont déjà aussi parlé,
Je ne vais pas m'allonger sur la politique de vaccination, bien que je dois dire que ça a été le bon choix pour l'Europe. Malgré, je vais dire, les petits problèmes initiaux, malgré le fait qu'effectivement, on va devoir en faire le bilan et voir où est-ce qu'il y a eu des problèmes, qu'est-ce qu'il faudra revoir en cas de crise dans le futur. Ça a été le bon choix pour l'Europe. Je reprends un mot qui a déjà été dit plusieurs fois, solidarité. Parce que je pense que sans les décisions qui ont été prises en termes de politique de vaccination, ce que l'on voit dans le reste du monde, qui est à chacun pour soi, aurait très bien pu arriver en Europe. Je pense que cela aurait été très, très négatif pour l'Union européenne, pour la cohésion européenne et pour les États membres. Donc voilà, rapidement, la politique de vaccination a été un bon choix de l'Europe et cela nous permet d'être dans une position différente par rapport au reste de l'Europe. En ce qui concerne les mécanismes financiers de relance que la présidence allemande a permis de débloquer, dont vous en avez déjà parlé, ils seront mis en œuvre progressivement dans les prochains mois et années. Comme je dis, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop passer de points là-dessus, mais je le souligne et je pense qu'on l'a tous fait. Ce sont des réponses fondamentales pour faire face à la pandémie de Covid-19 et surtout à ses répercussions économiques et sociales qui seront terribles dans les prochains mois et dans les prochaines années, nous n'en doutons pas. Ces réponses sont aussi un signe clair que l'Union européenne sait se réinventer quand nécessaire, non sans quelques c'est vrai parfois, mais elle est capable d'apporter des solutions innovantes et surtout durables et fiables. L'Union européenne, à mon avis, et je l'ai toujours défendu, est loin d'être moribonde, comme certains s'acharnent à le dire, de crise en crise. De crise en crise, elle se reconstruit, elle se redéfinit, et non, elle n'est pas en disparition. Pour cette brève intervention, j'ai fait le choix de me concentrer sur les aspects sociaux des défis qui nous attendent, parce que c'est une priorité que le gouvernement portugais a définie pour sa présidence, et aussi parce que la déclaration de Porto qui a été adoptée samedi, justement dans la ville de Porto, à l'issue du sommet social, et le lancement officiel le lendemain à Strasbourg de la Convention pour l'avenir, qu'on également vient de mentionner, sont deux initiatives qui lancent de nouvelles bases prometteuses pour une Europe en redéfinition et qui remet véritablement les citoyens européens au cœur du débat. Mais revenons un peu en arrière. Le 1er janvier 2021, 35 ans exactement après l'entrée dans la communauté européenne du Portugal, c'était encore la communauté européenne, nous sommes dans une union. Voilà, le 1er janvier, le Portugal reprenait le flambeau après la présidence allemande, qui venait de boucler avec succès des dossiers essentiels comme le mécanisme de relance économique, le Next Generation European Union, le nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, l'accord avec le Royaume-Uni ou encore le consensus sur l'ambition environnementale de l'Union européenne. Ils nous ont laissé beaucoup de travail sur la planche, il faut bien le dire, mais d'ici quelques semaines, nous en ferons de même. Nous laisserons la place à la Slovénie pour le second semestre de cette année, juste avant la France en 2022. C'est un peu le rythme normal du passage de témoins entre présidences. Les présidences sont éphémères. En temps politique, un semestre, c'est très court. Mais généralement, elles sont très, très intenses parce que les programmes sont préparés bien à l'avance par les trios. Même s'ils assurent un cadre global de continuité des travaux, doivent constamment s'adapter aux événements, aux crises et aux autres circonstances externes et même internes. Et Dieu sait que la pandémie de Covid-19 a été un facteur disruptif. Les présidences travaillent généralement en trio. Dans notre cas, Allemagne, Portugal, Slovénie. Je pense que la France, c'est la France, République tchèque, Suède, si je ne me trompe, et s'accordent sur un programme commun qui a été présenté en juin 2020 et qui, bien entendu, avait déjà été adapté pour faire face à la crise provoquée par la pandémie. Sur la base de ce tronc commun, il lui-même est inscrit dans la ligne de l'agenda stratégique 2019-2024 de l'Europe. Chaque État membre définit ensuite ses priorités. Monsieur Hector vient de parler de ce qu'a fait l'Allemagne, donc je passe directement à ce qu'a fait la présidence portugaise. Petite anecdote, peu de temps avant le début de la présidence, lors de l'interview, un journaliste demandait à notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, Madame Anna Paula-Zakaric, quelles étaient ses perspectives et quel serait le moment de gloire de la présidence. La réponse, c'est de nos jours, les présidents, c'est énormément de travail acharné et très, très peu de gloire.
parce qu'il y a un travail continu qui consiste à mener tous les dossiers à bon port, ce qui était peut-être le cas il y a quelques années où effectivement chaque présidence avait un moment de gloire, devient de plus en plus difficile. Et je pense que ce travail acharné, aucun diplomate qui est passé par l'exercice de la présidence, ni aucun fonctionnaire des institutions européennes ne les démentirait. Le temps d'agir pour une reprise juste, verte et économique. Après la devise de l'Allemagne, qui était ensemble pour la récupération de l'Europe, l'étape suivante était à l'action. Et c'est la devise qui a été choisie par le Portugal et autour de laquelle se sont structurées les priorités, deux priorités pour ce semestre. Vous pouvez consulter le programme complet sur 2021, n'importe quel browser vous y amènera très facilement. Pour la présidence portugaise, le temps d'agir signifie renforcer la résilience de l'Europe et surtout renforcer la confiance des citoyens dans le modèle social européen, en favorisant une union reposant sur des valeurs communes de convergence et de cohésion, une union capable d'agir de manière coordonnée pour sortir de la crise. Cette vision est inscrite dans la devise et dans les trois priorités qui en découlent. Favoriser la relance économique, appuyer sur une transition climatique et numérique, instaurer le socle européen des droits sociaux en tant qu'élément essentiel pour mener à bien ces deux transitions climatiques et numériques, et c'est une transition climatique juste et inclusive. Renforcer aussi l'autonomie stratégique d'une Europe ouverte au monde. Pour notre Premier ministre Antonio Costa, le qualificatif de juste de la devise était la marque d'eau et devait être la marque d'eau de notre président. Dès le départ, il y a eu une volonté de mettre en avant les questions sociales. Oups, rapproche le micro. Ça va mieux comme ça? Comme ça? OK. Je reprends donc, dès le départ, notre Premier ministre, donc, je reprends donc notre devise qui est le temps d'agir pour une reprise juste, verte et numérique. Le qualificatif de juste de la devise devait être la marque d'eau de notre présidence. Et dès le départ, il y a eu cette volonté de mettre en avant les questions sociales. Et le sommet social de Porto devait être un moment de marquant de notre président. Il l'a été, il s'est déroulé juste le week-end dernier. Et donc, je vais dire en conclusion de ce sommet, ce qu'on peut dire, c'est que pour des sociétés plus justes et plus prospères, en plus des objectifs économiques, climatiques et numériques, il faut mettre en avant le socle social. Il faut que dans l'après-Covid-19, la relance de l'économie soit juste et inclusive, afin de garantir que personne n'est laissé au bord de la route et que les citoyens ne regardent pas avec peur le nouveau monde à venir, parce que la peur est le combustible de tous les populismes. Donnant suite au sommet de Göteborg en 2017, le sommet de Porto voulait redynamiser la dimension sociale. Il y a eu lieu en deux temps, donc d'abord une conférence de haut niveau et ensuite un Conseil européen informel. La conférence de haut niveau est surtout centrée sur trois enjeux centraux. Comment créer plus d'emplois, des emplois de meilleure qualité, des conditions de travail équitables pour faire face aux nouvelles réalités socio-économiques. Comment investir plus dans les qualifications et dans les compétences des travailleurs, dans la compétitivité, dans l'innovation, pour assurer la participation de tous. Comment, surtout aussi, garantir la protection sociale pour que personne ne soit abandonné dans ces nouvelles conditions. Le Conseil européen s'est conclu avec l'adoption de la déclaration de Porto, un compromis justement. L'accent y est mis sur le besoin de placer le socle européen des droits sociaux au cœur des priorités de l'Union européenne, ce qui remet la dimension sociale au plus haut niveau de l'agenda. Le temps d'agir, c'est la mise en marche de l'ensemble des instruments budgétaires et financiers de la relance économique déjà évoqués, mais le temps d'agir, c'est aussi une Europe plus sociale. La transformation digitale et verte créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira, mais ces nouveaux emplois ne seront pas nécessairement destinés à ceux qui perdront les leurs. Face à cela, il est impératif de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et la capacité de ces institutions de répondre à leurs attentes. Dans cela, l'angoisse qui se fait déjà sentir entre nos populations face à un futur où la robotique explosera, où le commerce digital se généralisera et où de nombreuses industries devront se verdir et certaines d'entre elles vont disparaître, cette angoisse augmentera exponentiellement
ouvrant la porte à tous les populismes qui exploitent ces peurs et ces incertitudes. Le renouvellement d'un engagement politique autour du contrat social inhérent à l'identité européenne et à son modèle social n'est pas seulement nécessaire pour sécuriser les transitions digitales, numériques et économiques, mais aussi pour protéger nos démocraties et les valeurs que nous défendons. Pour cela, voilà, les gouvernements, les institutions, les partenaires sociaux et la société civile doivent se rassembler et travailler ensemble. Historiquement, les inégalités sociales ont été le moteur des grandes révolutions. Ne laissons pas qu'elles se creusent au sein de l'Europe. Les conséquences de la pandémie ont ajouté à l'urgence de répondre à ces défis structurels et perturbateurs. L'Union européenne a fait preuve d'une unité et vision remarquable. Je le défends, et en temps de crise, et là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle a su se redéfinir. Il faut maintenant regarder vers l'avenir des droits sociaux avec le même esprit qui a permis de jeter les bases de la reprise économique vers une Europe climatiquement neutre, plus juste, plus innovante et plus compétitive. Il est temps de revigorer notre modèle social et de faire des principes du socle européen des droits sociaux une réalité dans la vie de nos citoyens. Ayons à l'esprit que l'Europe ne se construit pas sans ses citoyens. J'allais aussi le mentionner, la conférence sur l'avenir de l'Europe. On ne peut pas toujours dire que l'Europe est quelque chose de distant, et quand on nous donne l'occasion de nous prononcer sur ce qu'elle peut devenir, de ne pas le faire. Donc, tout comme mon collègue ici, je vous appelle, intervenez, consultez. C'est une plateforme numérique qui est inédite dans son format, qui permet une participation directe des citoyens. C'est le moment de donner votre avis sur ce que sera l'avenir de l'Europe. Ne perdez pas cette opportunité. C'est un exercice de démocratie participative dont les conclusions seront connues en 2022, justement sous la présidence française. Voilà, merci. Je vous remercie pour le sujet général. Et en vous entendant, j'ai pris également quelques notes. Je note d'abord que vous rappelez que l'Union européenne n'est pas en déclin, contrairement à ce que l'esprit décliniste des temps que nous vivons pourrait laisser à penser. L'Union européenne se caractérise quand même par une aptitude remarquable à se réinventer, à s'adapter. Alors, l'Union européenne n'est rien sans les États qui la composent. Et ça, c'est la deuxième remarque que je relève en vous entendant, c'est que la part de l'accord des États reste absolument essentielle. Et là, on détricote une autre légende. La légende selon laquelle l'Union européenne se développerait comme une entité étouffante, déconnectée d'États qu'elle ne cesse d'écraser. À cet égard, je lisais il y a peu le livre de Sylvie Berman, ambassadeur de France, ancien ambassadeur à Londres et administratrice de cette maison. Et Sylvie Berman décrit très bien le récit qui a été fait pour justifier le Brexit. Et l'un des éléments de ce récit est de dire que l'Union européenne étouffe, écrase, efface les États. Or, les États existent, ils assument la présidence, fût-ce de manière tournante, de l'Union européenne. Ils ont des programmes qui sont d'ailleurs de plus en plus cohérents grâce au système du trio, enfin de la Troïka. Et c'est cette Europe à bas bruit que vous avez évoquée qui n'échappe pas, contrairement à ce que l'on dit, aux États membres. Troisième élément que je relève en vous entendant, c'est la part des valeurs dans le projet. Vous avez beaucoup insisté sur la confiance que l'on doit faire à l'Union européenne, la confiance que l'on doit retrouver dans les institutions. Du reste, je serais tenté de dire que ce déficit de confiance, il affecte non seulement l'Union européenne, mais nos institutions de manière générale, y compris malheureusement les institutions universitaires elles-mêmes. C'est-à-dire que nous devons être en permanence capables d'expliquer que nous sommes dignes de confiance. Bon. Et je reviens peut-être à ce que je disais tout à l'heure sur l'efficacité. L'inclusivité, la justice, rien ne se fera si ce qui se fait est perçu comme injuste, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et on voit se profiler là la prégnance d'un phénomène psychosocial qui pèse de toute éternité sur la conduite des politiques publiques, c'est la peur. La part de la peur dans la conduite des affaires de ce bas monde est aujourd'hui très perceptible, mais elle l'a toujours été. Jean Delumeau avait écrit un très beau
un très beau livre sur la peur à l'époque du Moyen-Âge, et ça n'a pas beaucoup changé. Et cette peur, elle dilue la confiance qui est tellement indispensable, comme vous le rappeliez. Enfin, je crois que la démocratie aujourd'hui doit être une démocratie représentative, et il est important d'insister sur le fait que nos représentants sont évidemment légitimes, mais elle doit être complétée probablement par des éléments de démocratie participative. Alors, on est confronté quand même à quelques interrogations quand on voit le peu de succès de l'initiative citoyenne européenne. Peu d'initiatives citoyennes européennes aboutissent. Cette démocratie, elle doit être consociative, c'est-à-dire qu'elle doit être capable d'agréger à côté des États, à côté des représentants, notamment des parlementaires, à côté des ONG qui s'organisent, toute une série de gens qui ont probablement des choses à dire et à apporter à la construction européenne. Encore faut-il s'en emparer de ces sujets-là. Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de défiance, un déficit cognitif à l'égard de l'Europe qui fait que, bon, ça ne déchaîne pas l'enthousiasme, alors que toutes vos interventions nous permettent de toucher du doigt à quel point cette Europe vous est indispensable. Madame la députée, on a évoqué à plusieurs reprises les droits sociaux comme un socle de cette relance. Quelle est, puisque je sais que c'est une question qui vous intéresse par ailleurs, quelle est votre réaction et votre perception du sujet? Merci. Alors, je vais effectivement compléter ma première intervention, juste introductive, un petit peu plus longuement sur différents points, mais c'était très intéressant de vous écouter tous. Alors, avant de parler effectivement du sujet sur lequel je suis particulièrement impliquée, puisque je siège en commission emploi affaires sociales au Parlement européen, et je siège également en commission droits des femmes. Je voulais quand même souligner avec une certaine solennité le fait qu'on l'oublie quand même parfois, parce que il y a beaucoup de choses, je le dis souvent aux jeunes, parce que j'étais enseignante aussi jusqu'à encore il n'y a pas longtemps dans une école de management. On croit que les choses sont acquises très souvent. Alors particulièrement vous êtes étudiant voilà, dans des grandes écoles avec déjà un niveau élevé de compétences et vous êtes très ouvert sur toutes ces questions. Mais en fait, quand même, ce qu'on constate aussi, c'est que cette Europe, ces institutions, elles se sont construites à chaque fois justement parce qu'il y avait eu des crises, voire des guerres. Et c'est vrai que c'est difficile. Ce travail au niveau européen, il est compliqué, il est difficile. Nous sommes 27. Vous avez parlé de compromis. On a cette culture du compromis. On a cette culture du dialogue. Mais c'est quelque chose de très précieux. C'est énorme comme acquis, justement, pour lutter contre toute forme de violence et de non-état de droit. Et on a tendance parfois à croire, c'est que c'est très loin de nous. Il n'y a aucun risque dans notre sphère. Et en fait, c'est faux. Donc, je voudrais quand même insister sur ce point parce que toute crise, et c'est pour ça que c'était important que l'Europe, que nous réagissions très vite à cette crise inédite, parce que toute crise, qu'elle soit sanitaire, économique ou autre, là, c'est une crise sanitaire, qui va avoir des répercussions inévitablement économiques et donc sociales. Il ne faut pas se leurrer, quand il y a des crises avec des répercussions économiques, elles touchent toujours les plus vulnérables. Donc, nous voyons effectivement monter le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons 18 millions d'enfants pauvres en Europe. En Union européenne, 18 millions. C'est énorme. Je suis intervenue il y a 2 semaines au Parlement européen en plénière sur ce qu'on appelle la Child Guarantee. Nous sommes en train de voter une résolution pour avoir une garantie enfance d'accès à l'éducation, aux soins, à l'alimentation. 18 millions. Donc, on a quand même beaucoup de travail devant nous pour consolider tout cela. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est compliqué. Alors, on nous dit tout le temps, oui, mais alors vous, c'est lourd, c'est technocratique, c'est loin. Mais la démocratie a un prix et c'est un travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert juste par le bulletin de vote qu'on met voilà, dans l'isolant. Je dis ça parce que, notamment en m'adressant aux plus jeunes qui votent, voilà, quand on met son bulletin de vote, il faut regarder pourquoi on vote, parce que les gens ont voté. Je fais de la politique aussi, donc je crois que c'est important.
Et à une époque de communication, je dirais parfois très facile, on sait qu'on a beaucoup de fake news, on a beaucoup de problématiques autour de ça. Une fois de plus, ceux qui sont éduqués, qui arrivent à un certain niveau comme vous, je dirais, c'est pas là qu'est le problème. Mais voilà, il se trouve que je voudrais aussi souligner un point, on parle de cette Europe, je suis entièrement tout ce qu'on a dit, indiqué, c'est vrai que la stratégie, les valeurs que nous portons, je suis d'accord, c'est vraiment ce que nous avons en commun, en tout cas pour une plus grosse partie de l'hémicycle. Il y a quand même une partie très, très à droite où ce n'est pas vraiment les mêmes valeurs que nous portons, il faut quand même le souligner. Hein. Et elle est de plus en plus importante, elle gagne, elle gagne. Moi, je suis au centre et elle avance de plus en plus, si je puis dire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est également, et moi je m'y attache, d'être concrètement, de parler concrètement de cette Europe. Parce que vous voyez, on parle de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est formidable. Moi, je suis fan de tout ce qui est plateforme. Je viens du CESE, hein, j'ai fait le Conseil économique, social, environnemental avant d'être députée européenne. J'ai présidé la section travail et emploi d'ailleurs pendant 5 ans. Et donc, on avait déjà, c'est nous qui avions organisé d'ailleurs la plateforme, la Convention citoyenne, la plateforme numérique, donc je connais ces systèmes-là. Ce qui me fait toujours un petit peu peur, c'est que c'est un petit peu les passionnés d'Europe, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, c'est très bien hein, aussi, mais qui vont avoir tendance à répondre, à donner des idées, etc. Et j'essaie de m'attacher, parler de cette Europe concrètement aussi, sur le terrain, auprès de ceux pour lesquels ils se disent c'est loin de moi, c'est pas quelque chose pour moi. Voilà. Je voulais insister quand même sur cela. Il se trouve que je suis vice-présidente de la mission locale à Marseille, parce que un sujet qui m'a toujours passionnée, pour lequel je me bats depuis des décennies, j'allais dire, c'est le sujet de la jeunesse. Rien, quand on enseigne, c'est qu'on a ça en soi. Et du coup, je suis vice-présidente de la mission locale, c'est 25 000 jeunes qui sont suivis par an, c'est la plus grande de France. Et voilà, on est en train de mettre en place un dispositif de corps européen de solidarité. On peut leur parler de l'Erasmus, pour Erasmus, voilà, un sujet social. Et emploi, puisqu'on a multiplié par 3 les budgets. Alors, en ce moment, on sait bien, la mobilité est plus difficile, donc bon, ça va reprendre. Et développer cet Erasmus pour l'apprentissage, pour des jeunes qui sont en CFA, qui ne sont pas forcément en master, mais qui du coup, et je peux vous dire, je le dis toujours, ils ont des étoiles dans les yeux quand on leur parle. Oui, vous aussi, vous allez pouvoir aller en Espagne, en Allemagne. J'ai vu des jeunes, parce que j'ai présidé la concertation apprentissage, je suis à l'origine de la réforme dans le pays. Je suis allée dans plein de CFA et chaque fois qu'on leur parlait Erasmus, Europe, combien de jeunes j'ai vu, ah, mon rêve, je suis apprenti boulanger, j'aimerais aller en Allemagne, j'aimerais aller en Autriche, j'aimerais aller en Espagne, j'aimerais aller au Portugal. Et ça, c'est ça qui est important. Vraiment, je pense, nous, parlementaires, on doit travailler ensemble. C'est pour ça que je dis toujours à mes collègues, bah oui, moi, je passe un peu de temps chez moi, je suis dans la région, et certains se sont installés à Bruxelles. C'est peut-être un danger aussi, voilà, d'être que dans l'univers, la bulle bruxelloise, certes technique et importante, et se déconnecter des citoyens qui nous ont élus. Donc, je voulais insister là-dessus par rapport à ce que l'on est dit, et revenir quand même sur les points importants du sommet de Porto, que j'ai suivi à distance avec grande attention, et j'ai d'ailleurs suivi le discours du président de la République, d'Emmanuel Macron, avec d'ailleurs son cabinet, puisque c'est quand même un petit peu vers quoi nous allons sur les sujets sociaux, notamment dans l'optique de la présidence française de l'Union européenne. Alors effectivement, 3 panels. Ce qui est ressorti fortement, et notamment de notre groupe politique, notamment dans le panel sur les compétences, c'est cette urgence de préparer les compétences, j'allais dire, du futur. Et ça, c'est un sujet majeur, notamment en matière digitale. 40% des citoyens européens actuellement n'ont absolument pas le niveau, mais même pas le premier niveau en termes d'accès au digital. Ils n'ont même pas accès, dans bien des cas. Donc, là aussi, pour rester simple, on va investir dans le cadre du plan de relance. Il est convenu d'investir de façon majeure sur ce sujet-là, d'avoir un socle, je dirais, de compétences de base, alors ce que j'appelle, moi, dans mes mots, peut-être un passeport digital, mais en fait, vraiment qu'il soit commun. Parce que ça va être un enjeu majeur.
avec l'intelligence artificielle, on travaille sur le Digital Service Act, sur tous ces sujets. Il faut que l'Europe soit souveraine aussi et forte sur ces sujets d'avenir, sur la politique de la 5G, sur la politique donc, digitale, face d'autres grands continents qui ne nous attendent pas. Et nous avons tous dans le monde ce problème de compétences. On manque terriblement de compétences en informatique, en codage. Voilà. Ce sont des sujets qui sont beaucoup ressortis et nous allons essayer de préparer tout le monde et d'investir de façon majeure sur ces compétences digitales en ayant aussi des certificats communs, c'est-à-dire qu'on sache qu'on parle de la même chose. Où que l'on soit dans l'Union européenne, on sache que oui, en commun, il faut qu'on ait tel niveau pour avoir un titre 6, très concrètement, en compétences digitales. Beaucoup ressortent de la même manière en matière de transition écologique. Alors ça, c'est évidemment un sujet sur lequel je me penche plus. On ne parle pas assez d'ailleurs. On parle beaucoup du Green Deal, le pacte vert. 37% du plan de relance doivent être consacrés effectivement à des investissements pour aller vers cette économie décarbonée. Et donc, ça veut dire aussi des reconversions de sites industriels, mais l'accès à l'hydrogène, par exemple, la rénovation thermique, mais ça veut dire aussi de nouvelles compétences. Et sans doute des compétences aussi qu'il faut adapter, transformer. Et c'est ce travail-là, il va être extrêmement important à conduire, effectivement, avec les partenaires sociaux, que ce soit les entreprises, les syndicats, mais aussi les parlementaires, les États. On en parle souvent avec Thierry Breton, qui est notre commissaire à l'industrie. On a vraiment un sujet majeur pour préparer ces compétences de demain. Et sans doute, certains vont perdre leur emploi, mais il y a plein d'opportunités aussi qui arrivent. Enfin, sur les nouvelles formes, alors moi, je suis plus particulièrement, très concrètement, sur 3 sujets en ce moment. Je suis rapporteur, donc je porte, pour l'instant, c'est un rapport d'initiative. Ce qu'on appelle un rapport d'initiative, ce n'est pas un rapport législatif comme à l'appui, par exemple, d'une proposition de directive. Donc, je suis rapporteur sur ce qu'on appelle les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques. Donc, plus communément, c'est ce que nous appelons Uber, Deliveroo, enfin, on connaît mieux parfois sous le terme d'économie ubérisée. Voilà un sujet qu'il va falloir aborder au niveau européen, parce qu'effectivement, selon les États membres, on n'a pas du tout les mêmes législations. Dans certains États membres, bon, on n'a que des travailleurs dits indépendants, parfois des faux travailleurs indépendants. Dans d'autres États membres, on va être plutôt sur du salariat. Donc, pour les grosses plateformes comme Uber, ils disent d'ailleurs eux-mêmes, si on ne peut pas se développer, on ne peut pas avoir des travailleurs à un endroit avec un certain statut, un autre d'autres statuts. On a besoin de cet espace commun. Ce n'est pas qu'un marché économique commun, l'Union européenne. C'est aussi un marché de compétences et un marché social. Il faut qu'on ait des conditions sociales les plus communes possibles. Donc, moi, je suis plus particulièrement impliquée sur ce sujet-là, très compliqué. Je peux vous dire que c'est loin d'être simple, parce que ça, quand on tire un petit peu la ficelle, on arrive à des tas de sujets. Qu'est-ce que sera le travail demain? La robotisation. Quand c'est un robot qui est votre patron, qu'est-ce qui se passe? Où est le lien de subordination? Et ça, le sujet, il se pose dans le monde entier, d'ailleurs aux États-Unis aussi. Et donc, on est vraiment sur des sujets passionnants qui risquent d'aboutir à une directive. Deuxième sujet sur lequel je suis impliquée, c'est le cadre européen pour un salaire minimum, qui a été aussi évoqué évidemment au sommet de Porto. Tout ça, c'est la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux avec ces 20 principes extrêmement importants, donc votés à Göteborg en 2017. Donc là, cadre européen du salaire minimum, pas simple non plus. Pas rentrer dans les détails techniques, mais pas très très simple parce que selon les États membres, nous n'avons pas les mêmes systèmes. On n'a pas toujours des salaires minimums, mais en plus, dans les pays du Nord, par exemple, le salaire minimum est établi uniquement en voie de négociation collective. Nous, par exemple, en France, c'est par le biais de la loi. Et enfin, troisième sujet majeur, là, je suis rapporteur pour mon groupe, c'est la proposition de directive sur la transparence des salaires visant à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Alors, qui sont encore en moyenne de 16% en Europe. 16% d'écart
en moyenne, entre les salaires des femmes et des hommes. Alors, mesdames, nous avons encore du travail. C'est pour ça que j'ai voulu démarrer aussi par cette problématique des valeurs. Oui, bien sûr, mais on doit se battre tout le temps. Pour les droits des femmes, on doit se battre tout le temps. Et à la moindre inattention, on a une régression. Je ne voudrais pas citer de pays pour ne pas être blessante, mais c'est très concret. On supprime les programmes d'éducation sexuelle dans les collèges dans certains pays en disant que non, il ne faut pas, par exemple. Voilà. Et je ne parle pas des droits LGBTI, enfin, tous ces sujets-là, c'est loin d'être acquis. Donc, c'est un combat permanent, je pense, que l'on doit partager et il faut être très attentif. Merci infiniment. Oui, le Brexit est là quand même pour nous rappeler que rien n'est acquis et que l'improbable est toujours possible. Et à titre anecdotique, il y a 15 ans, j'avais écrit un article sur la question du droit de retrait dans le traité. Et j'expliquais qu'évidemment, ce droit de retrait était un sabre de bois et qu'aucun grand État, au moins, n'aurait l'idée saugrenue d'exercer ou de vouloir exercer ce droit de retrait. Il faut dire que la vie d'un universitaire est faite de beaucoup d'humilité. Et donc, j'ai compris que j'avais, une fois encore, laissé courir ma plume un peu trop rapidement. Et effectivement, rien n'est acquis. Et de manière un peu paradoxale, parce qu'on semble redécouvrir une conception un peu régressive de l'élection. C'est-à-dire que la démocratie se ramènerait à la seule élection. Et une fois qu'un gouvernement est élu, il estime avoir la légitimité suffisante pour défaire complètement ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Or, c'est ignorer que la légitimité démocratique ne se ramène pas uniquement à une élection. L'élection n'est qu'un moyen parmi d'autres. Et qu'évidemment, une fois qu'on est élu, on est aussi chargé de faire vivre un patrimoine démocratique qui est le résultat de l'héritage des gouvernements qui ont précédé. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez réagir à titre terminal et Madame la Consul Générale, ou est-ce que éventuellement vous préférez que nous passions à la phase de questions? Voilà, c'est ça. Voilà, profitons des questions peut-être. Est-ce que... Alors, voilà. Alors, on va vous en poser à titre nous-mêmes individuel, puisque bon, pour l'instant, le chat n'en fait pas trop remonter. Moi, bon. j'en avais une sur la politique étrangère. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette crise Covid avait accéléré des prises de conscience en matière de politique étrangère commune? Monsieur le ministre, Madame la Consul Générale ensuite, et Madame la députée, si vous, sur ce sujet, vous... Oui, je crois que cette crise nous a fait comprendre fondamentalement la nécessité d'une souveraineté européenne, c'est-à-dire du fait que, en tant qu'Union européenne, nous devons être en contrôle des processus majeurs qui sont nécessaires pour notre vie, comme par exemple la production vaccinale a commencé en ce moment, en situation de pandémie. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'effet de la globalisation à partir des années 2000 et peut-être avant déjà, a conduit à un état où les lignes d'approvisionnement sont peut-être trop étendues. Cela ne veut pas dire qu'il faut les réduire complètement, mais il faut trouver un nouvel équilibre qui fait que tous ceux dont nous avons vraiment besoin, nous pouvons aussi garantir la production par nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas plus prendre en considération et utiliser les bienfaits de la division du travail. Mais je crois que ça, c'est, par exemple, en politique étrangère, ça a été une prise de conscience majeure parce que cela a évidemment des implications sur les relations avec les autres États où nous devons, je pense, en tant qu'Européens, affirmer plus que cela n'a été le cas, la souveraineté européenne. Madame la Consul Générale, sur cette dimension internationale.
Oui, je pense qu'une des choses dont on s'est rendu compte, et l'Union européenne est maintenant aussi en train de revoir, je ne dirais pas, mais une option un peu différente, c'est la diversification de nos interlocuteurs. Je vais dire que peut-être, là, on sort aussi d'un sommet avec l'Inde, ce qui a été un sommet très important, et qui montre un peu cet effort de diversifier nos partenaires dans la région en Asie. Mais pourquoi? Parce que voilà, je veux dire que la Chine se présente toujours comme un partenaire stratégique, bien entendu, mais il faut regarder ce pays aussi face à son affirmation internationale et face à la menace qu'il présente dans certains de secteurs pour l'Union européenne et pour ses États membres aussi, et que donc cette diversification de nos interlocuteurs est très importante. Il va y avoir aussi un forum entre Europe-Afrique pour la croissance verte. Donc, je pense que tous les efforts que l'Union européenne fera, diversifier, multiplier ces initiatives avec d'autres pays, avec d'autres régions, sont bienvenus. Madame la députée, sur la notion de souveraineté européenne. Oui, alors c'est vrai que cette crise a montré en tout cas le plus de souveraineté qu'il faut. Elle a plutôt engendré une demande de plus de souveraineté dans tous les domaines, que ce soit la souveraineté industrielle. On l'a vu dès le début, puisqu'on n'arrivait pas de masques, on n'avait pas de vaccins. Et petit à petit, on se rend compte qu'il y en aura d'autres, des crises. Donc, il faut vraiment que ce ne soit pas juste une politique d'accords commerciaux. Donc, effectivement, ça a accentué cette demande. Nous sommes quand même, nous, très, je veux dire, impliqués sur le programme COVAX, par exemple, qui permet quand même, peut-être pas suffisamment, mais on va le développer, aussi d'avoir des vaccins pour des pays en voie de développement ou tiers qui donc n'y ont pas accès. Donc, une politique de santé, c'est vraiment l'Union européenne qui porte ça. Et donc, oui, on a de plus en plus, je dirais, à chaque plénière de résolutions, d'interventions, parce que à la fois, on est appelé à plus intervenir, mais dans le même temps, désolé, mais il y a quand même des menaces. Parce qu'évidemment, ce type de crise, c'est toujours des menaces pour la démocratie dans certains autres États. Donc, ce sont quand même toujours des craintes et il faut être vigilant et présent parce qu'effectivement, il y a des endroits dans le monde à forte tension. On l'a vu avec l'Azerbaïdjan, au Karabakh. Et donc, il y a quand même des zones de conflit et on est appelé à intervenir. Autre question? Deux questions dans le chat sur des questions purement sanitaires. La première, où est-ce qu'on en est sur la question du passeport vaccinal européen? Et la deuxième question, c'est sur l'état des collaborations réelles de fabrication de médicaments actuels et à venir en Europe. Alors, sur le passeport Passeport, je vais vaccinal, peut-être répondre puisque c'était l'objet de notre dernière plénière. Donc, on a bien avancé pour le coup. Je pense qu'on est allé assez vite. Le Golden Gate, parce que ça ne va pas vraiment s'appeler un passeport. Pour différentes raisons, on n'a pas souhaité que ça s'appelle un passeport, mais c'est plutôt un certificat vert et qui donc devrait, je pense, si tout va bien, pouvoir vraiment être actif et mis en œuvre en juin. On va dire avant l'été, ça sera. Donc, ce certificat pourra permettre en tout cas de se déplacer dans l'Union européenne et avec les pays tiers qui ont des accords. Et donc, sera mentionné sur ce certificat une des trois situations, le vaccin ou le test négatif, on n'a pas été vacciné, ou le fait de l'avoir eu et d'avoir des anticorps, d'avoir eu la Covid et d'avoir des anticorps. Et donc, ça sera effectivement avec donc un code QR qui nous permettra de circuler beaucoup plus aisément et qui sera délivré par les autorités sanitaires dans chaque État membre. Et chaque État membre devra décider comment il le donne. Mais ça va vraiment faciliter les choses, notamment je pense, aux frontaliers, aux travailleurs frontaliers, où les gens ils peuvent se déplacer sans arrêt. Sur le passeport vaccinal, est-ce que vous voulez… Alors, il y avait une deuxième question. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'en rappeler les termes? C'était sur la collaboration entre les États.
sur la fabrication de médicaments en Europe, actuellement et à venir. Est-ce que c'est une question qui préoccupe la présidence portugaise, la production, le développement d'une filière de production européenne? Tout le monde, bien entendu. Tous les États Bien sûr, membres bien sûr. aussi. Si je peux me permettre de revenir au certificat digital, effectivement, et ensuite à ce que Madame la députée vient de dire, je pense que nous prévoyons qu'effectivement ce sera adopté en notre présidence, que donc les travaux sont bien avancés. Et comme vous l'avez dit, il y aura trois indications possibles pour certainement pas un passeport, un certificat digital. Voilà, les travaux continuent et je pense qu'ils seront menés à bon port, comme vous l'avez dit, le mois de juin. Attendre la saison d'été, je vais permettre une circulation beaucoup plus simplifiée entre les pays d'États membres. Il sera aussi appliqué à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse, bien entendu. Voilà. Et éventuellement, il pourra servir d'inspiration à d'autres initiatives au niveau mondial. Peut-être encore un mot sur la production des vaccins. Oui. Je dirais qu'en premier lieu, c'est peut-être pas tellement une question qui s'adresse aux États membres, parce que c'est en premier lieu une question qui s'adresse aux firmes qui produisent les vaccins. Et là, je crois qu'il y a une très intense coopération qui s'est construite, par exemple, entre Sanofi et des firmes allemandes. Donc là, c'est peut-être moins une question étatique qu'une question de laisser le marché finalement faire son travail. Et je crois qu'on a beaucoup avancé. Et il ne faut pas aussi mettre l'Europe en faute s'il y a eu des problèmes tout au début, parce qu'il était évidemment complètement impossible de construire une production, une chaîne de production de vaccins dans les quantités où on a besoin en beaucoup moins de temps. On aurait peut-être pu gagner quelques semaines, si vous voulez, mais c'est pas, puisque le vaccin a été développé seulement au mois de décembre, on ne pouvait pas attendre et aucune puissance au monde n'aurait pu le faire, d'avoir des milliards de doses ou des centaines de millions de doses au mois de janvier ou février. Donc là, il faut aussi voir quelles sont les limites tout à fait naturelles à un tel processus. Et évidemment, il y a eu quelques États qui, assez petits, où on a justement on leur a livré beaucoup de doses aussi pour avoir, disons, un champ de voir comment ça se passe concrètement. Mais ça, on peut le faire avec quelques petits États relativement petits choisis pour avoir des données scientifiques aussi qui peuvent ensuite aider à améliorer le développement des vaccins. Mais on ne peut pas le faire à l'échelle d'une puissance continentale comme l'Union européenne. Autre question? Deux questions qu'on peut regrouper. La première porte sur l'image de l'Union européenne. À écouter vos interventions, l'Union européenne sort ressortie en fait de la gestion de cette crise. Donc la première question, c'est de savoir est-ce qu'il n'est pas finalement regrettable qu'il y ait besoin d'une crise pour que l'image de l'Union européenne soit renforcée. Et une deuxième question sur la montée des extrémismes qui ont surfé sur cette crise comme sur d'autres. Un internaute nous dit que c'est un enjeu majeur, semble-t-il, pour l'Europe, et quelles sont les politiques et moyens communs qui peuvent être envisagés pour lutter contre ces extrémismes. Alors, faut-il une crise? Alors, je crois que Churchill disait qu'il ne fallait jamais faire l'économie d'une bonne crise. Donc, c'est un propos apocryphe, mais enfin, je crois que l'idée était quand même celle-là. Faut-il une crise pour que l'Union européenne puisse briller, ou est-ce qu'au fond, c'est inscrit dans la génétique, le code génétique de l'Union européenne que de se développer comme ça par à coup? Oui, je dirais plutôt c'est inscrit dans le code génétique humain. Oui, parce qu'en fait, évidemment, l'Union européenne, comme toute autre institution humaine, est donc dépendant de la nature humaine. Et donc, je crois que
il est dans cette nature humaine de ne pas s'avancer, de ne pas faire de concessions et de compromis si on ne doit pas vraiment le faire. Bien sûr. Et donc, il faut qu'il y ait une pression physique, presque physique. D'ailleurs, dans les négociations dans l'Union européenne, on arrête souvent les montres et on ne laisse plus partir les négociateurs avant que le résultat soit trouvé. J'ai participé moi-même à des conseils européens où on a fait ça. Par exemple, le Conseil européen de Nice en décembre 2000, où on a mis des chefs d'État et de gouvernement quand même pendant 5 jours consécutifs, finalement, plus ou moins dans la même chambre, dans la même salle de négociation, et on ne les a pas laissés partir avant le compromis. Il faut cette pression, et je crois que c'est tout simplement dans la nature humaine. Sur la montée des extrémismes, Madame la députée, tout à l'heure, vous disiez que vous qui occupez avec votre groupe une position centrale dans l'hémicycle, vous vous sentez pressé. Nous, on a vécu, déjà, on a vécu le Brexit. J'avoue que quand il y a eu les Anglais, on avait 17 Lib Dem dans notre groupe, donc des pro-européens, la plupart étaient chez nous. Et donc, il y a eu un grand moment assez historique où on a chanté, s'est levé dans l'hémicycle en chantant « Ce n'est qu'un au revoir » en anglais. Voilà. Eh bien, il y a quand même une partie de l'extrême droite de l'hémicycle qui a tourné le dos, qui s'est levé en tournant le dos. Voilà. Et à différentes occasions, on a eu à vivre ça. Et c'est dur, quoi, à vivre, surtout quand on côtoie des députés européens français qui après ont d'autres déclarations sur les ondes nationales. Alors, comment on peut lutter contre les extrémismes? C'est effectivement une vraie, belle et grande question. C'est un petit peu une guerre de la communication. Je crois que les médias, pour le coup, peuvent avoir un rôle majeur. Parce que quand tu as une heure de grande écoute sur une radio publique, le matin, vous entendez un député européen du Rassemblement national, Bardella en l'occurrence, énoncer des choses fausses, par exemple en parlant d'un truc technique, les ressources propres. Bon, c'est vrai que si on n'est pas un peu spécialiste, les ressources propres, et en décrétant, c'est une horreur, cette Union européenne qui va créer des nouveaux impôts qui vont demain vous toucher, vous vous rendez compte, voilà à quoi sert l'Europe, créer des nouveaux impôts. Ce n'est pas du tout ça, les ressources propres. Mais vous voyez, comme ce sont des choses déjà assez compliquées parfois à expliquer, on a vite fait, si vous voulez, de faire des raccourcis saisissants. Et puis, on a un risque, effectivement, avec les extrémismes, de discours très, très simplificateurs. Ils font des constats, parfois, qui sont parfois justes. Hein. Je ne le nie pas, évidemment qu'il y a des problèmes. Qui va nier qu'il y a des problèmes? Évidemment, on a des difficultés de violence, on a toujours eu. Mais ils ne vous donnent jamais, vous remarquerez, de solution. C'est-à-dire que moi, j'entends concrètement les solutions. Et donc, voilà, le problème, c'est d'être, une fois de plus, l'éducation de tout citoyen, qui ne se fasse pas une idée par rapport à ce qu'il a entendu à un endroit ou ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, pouvoir toujours comporter. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, de pouvoir avoir plusieurs avis, être sûr de ce qu'on entend, se faire sa propre idée. Mais je ne vais pas vous dire que ce n'est pas difficile, on est dans un monde quand même compliqué, et dès qu'il y a c'est tous, les grandes crises économiques ont souvent généré des extrémismes. Hein. Donc il faut se battre au quotidien, et vous tous, enfin nous tous, c'est notre devoir de le faire. Madame la consul générale. Je remonte un peu sur ce que vous voulez dire en ce qui concerne la montée des extrémismes et surtout les campagnes de désinformation. Je pense que la guerre de communication, les réseaux sociaux contribuent beaucoup à cette guerre de communication. Si vous voulez voir un exemple de comment ces réseaux sociaux, dans leur phase initiale, ont influencé l'élection américaine, je vous recommande vivement la lecture du livre de Hillary Clinton sur, je ne sais pas comment il a été traduit en français, What Happened. Mais c'est vrai que ces réseaux
ces réseaux sociaux répondent à une attente des gens. Les gens ont un besoin cognitif de centritude, ils ont besoin de répondre, ils n'aiment pas l'incertitude. Et quand tout autour de nous devient incertain, il est très difficile de savoir où trouver cette information. Et on préfère suivre une information même erronée, mais qui va dans le sens de ce qu'on attend, qui nous amène une certitude, plutôt que de se chercher. Vous mentionnez tout à l'heure que nous sommes des personnes et que nous savons reconnaître une information fausse, une information vraie. Et bien, je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. Une fois, j'ai fait un test, c'était un test qui était proposé par un journal, et c'était justement un test pour reconnaître ce qui était sur une série, je ne sais pas, il y avait à peu près 30 nouvelles, et c'était de reconnaître sur ces 30 nouvelles celle qui était vraie, celle qui était fausse. Et je vous assure que je n'ai pas eu 100%. Donc, ce n'est pas si évident. Les techniques aujourd'hui permettent ce qu'on appelle du phishing. Donc, vous prenez une fausse nouvelle, vous lui mettez un encadrement qui paraît de CNN, et il faut connaître son sujet pour effectivement se rendre compte que c'est une information fausse. Ces campagnes de désinformation sont très, très dangereuses et sont très dangereuses pour nos démocraties, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire n'importe quoi, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'après, la diffusion devient virale. Et l'information virale n'est pas toujours exacte, mais elle gagne en ampleur à cause de ça. Donc, je pense que nous avons vu pendant 4 ans ce qui s'est passé dans un certain pays. Voilà, leur propre chef d'État était un spécialiste de fausses nouvelles, de fake news. Donc, c'est une tendance qui est extrêmement dangereuse et il faut certainement lui consacrer beaucoup plus de ressources. Je sais que l'Union européenne travaille aussi là-dessus, elle travaille sur la sécurité digitale, mais c'est quelque chose où il faut vraiment, ce n'est pas une question de liberté d'expression, c'est vraiment une question de faire arriver l'information correcte aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions aussi basées sur la réalité et pas sur des mensonges. Peut-être Alors, une dernière volée de questions, si vous voulez. Voilà, une dernière question qui est très personnelle, mais qui, je pense, illustre assez la situation de beaucoup de jeunes en ce moment. Bonsoir, en tant qu'étudiante en European Studies à Maastricht, je suis à la recherche d'un stage. Est-ce que vous pourriez me proposer un stage pour cet été dans une institution européenne qui accueille malgré la situation Covid? Alors, je ne sais pas, on se tourne vers Madame la députée. Parce qu'on a parlé d'institutions européennes. À ma connaissance, vous êtes la seule à représenter une institution européenne ici. Non, mais ça, c'est absolument évident que c'est très compliqué. D'ailleurs, pour nos jeunes en France aussi, on en parlait avant de commencer. C'est effectivement très, très difficile. Alors, nous, on prend quand même des stagiaires, mais pas en présentiel. Donc, déjà, c'est quand même très compliqué. Moi, je n'ai pas vu mes équipes depuis presque un an. Enfin, je les ai un petit peu revues en septembre, quand on a repris. Et hop, donc, je vous dire, je ne vois même pas mon équipe. J'ai 3 personnes à Bruxelles. Je ne les ai pas vues. Je les ai que en visio. Bon. Alors, pour un jeune qui doit faire un stage, c'est quand même très compliqué. On a des mesures sanitaires très contraignantes. Alors, j'espère que ça va reprendre. Maintenant, vous dire que ça va reprendre cet été, je n'en suis pas si sûre. Je ne sais pas si la Commission prend des stagiaires, mais nous, côté Parlement européen, en tout cas, Strasbourg, on n'y est pas allé depuis plus d'1 an maintenant, depuis janvier l'année dernière. Et je vous dis, Bruxelles, on a vraiment des mesures très contraignantes qui fait qu'on a très, très peu peut-être de stagiaires. Alors, à partir de la rentrée, peut-être. Bon, mais qu'elle m'envoie quand même son CV. Écoutez, jamais, je prendrai autour de moi. Il y a une solution parfois qui est pas mal, c'est d'essayer de trouver un député européen en circonscription. Et curieusement, c'est presque un petit peu plus souple. Moi, je vais prendre un stagiaire en septembre. Je suis à Marseille, j'ai un bureau parlementaire à Marseille. J'ai des beaux projets quand même à dérouler, justement, en lien avec le terrain, ce que j'aime. Et là, on peut peut-être aussi par ce biais-là. Alors, ce n'est pas dans une institution européenne, mais au moins dans un bureau parlementaire local où on a un petit peu moins de contraintes.
Mais sinon, elle trouvera mon adresse parlementaire, Sylvie Brunet, sur le site du Parlement européen. Là, c'est un peu compliqué. Qu'elle m'envoie son CV et puis je le ferai suivre. Madame Fernandez, je vais vous rendre la parole, puisque si nous arrivons au terme de cette soirée, de cette soirée d'échange, c'est grâce à vous quand même que nous avons pu nous retrouver ici ce soir. Donc je pense qu'il vous appartient peut-être de clore notre débat. Écoutez, je suis extrêmement ravie parce que c'était une tribune très agréable et fort instructive pour à la fois nos étudiants, en tout cas nos ex-sois qui nous regardaient ce soir. Et voilà, et c'était important contre tout ce qui est dit, viral ou pas, comme le disait Madame la consul générale du Portugal, des fois de rétablir des vérités. C'était important et je vous en remercie vraiment, encore une fois, parce qu'en plus vous êtes venus physiquement et c'était important aussi de pouvoir observer des regards et de sentir un peu les uns les autres de ce qui pouvait en ressortir. Donc voilà, je suis très heureuse de cette tribune qui était un moment fort de la fête de l'Europe de cette année. Donc voilà, merci encore. Et cette maison vous est ouverte. Merci infiniment. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci bien de